Bonjour Monsieur André Gandillon. Bonjour Florian. Bonjour Monsieur Gandillon. Bonjour Jean. Nous allons débuter cet entretien de juillet-août 2015 pour Militants en traitant de deux dossiers, la Grèce et l'Ukraine. Et nous allons commencer par le premier, qui est la question grecque. Je laisse Jean vous lancer sur la première question. Alors, première question, quelles sont les origines de la crise grecque ? Les origines de la crise grecque sont multiples. Elles relèvent à la fois d'une situation extérieure à la Grèce et d'une situation propre à la Grèce elle-même. Alors, les origines de la crise grecque, si on prend dans l'immédiat, c'est en 2009, lorsque le gouvernement Papandréou a révélé l'ampleur des déficits réels de la Grèce, qui jusqu'alors étaient cachés. Bon, on disait toujours entre 6 et 7% de déficit du PIB. On s'est rendu compte qu'on était proche de 13%, que l'endettement du pays était de 115%, et alors du PIB. Et aussitôt, on a essayé de prendre des mesures pour résorber la crise, enfin le déficit. Alors voilà, comme toujours, lorsque l'on prend des mesures pour résorber le déficit, on prend des mesures de rigueur sociale. Et ce sont bien souvent toujours les plus miséreux qui sont les premiers touchés. Alors évidemment, il y a eu différents plans qui ont été imposés par les créanciers de la Grèce, suivis de révoltes de la population, et de manifestations qui finalement, n'étant pas suivies par un esprit révolutionnaire, un véritable projet de renouvellement, ont finalement fait chou blanc et ont laissé la finance internationale, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, la Communauté de Bruxelles, enfin, l'Union Européenne, et puis le FMI, imposer leurs conditions. C'est ce qu'on a appelé d'ailleurs à l'époque la Troïka, mot honni actuellement par les Grecs. Et Goldman Sachs aussi, entre autres choses. Alors, dans cette histoire, la Grèce est un pays qui n'en est pas à ses premiers problèmes financiers. Il y a une chose qui est très peu connue, mais en 1892, alors que la Grèce faisait partie de l'Union latine, elle s'était trouvée en situation de faillite financière, et s'était déjà trouvée à l'époque mise sous tutelle. Donc il y a déjà, si on veut dire, une propension de la Grèce à avoir une façon de compter très large. Ensuite, la crise actuelle vient que finalement on a prêté à la Grèce parce que ça arrangeait bien les banques, les systèmes financiers, et effectivement Goldman Sachs a su très bien conseiller la Grèce pour servir ses propres intérêts et remplir un peu plus ses caisses. Surtout conseiller les gouvernements à acheter de la dette grecque. Surtout conseiller, oui, les gouvernements à acheter de la dette grecque, en effet. Oui. Acheter de la dette grecque. Alors la seule chose, c'est qu'il y a ce que l'on appelle des sortes d'assurances sur les dettes, qu'on appelle les CDS, Crédit Défaut Swap, qui sont une sorte de baromètre de la qualité de la dette, enfin la qualité estimée de la dette. Et moins la dette est de qualité, plus ces CDS augmentent. Donc plus les taux d'intérêt, plus les taux à payer pour un emprunt par les pays dont les CDS augmentent sont élevés. Autrement dit, au moment où elle aurait le plus besoin de financement, moins elle a de possibilité de le faire. D'où la réduction des déficits budgétaires, les politiques d'austérité et autres. En gros, on demande à un pays de se serrer la ceinture pour pouvoir emprunter. Mais emprunter pourquoi ? Non pas pour investir, mais tout simplement pour payer les intérêts de la dette et même pour rembourser le capital, payer les intérêts de la dette. Autrement dit, on entre dans une spirale dramatique qui fait que progressivement la situation empire de mois en mois et d'année en année. La meilleure preuve, c'est que les mesures d'austérité qui ont été mises en place sous l'égide de la fameuse Troïka ont fait que le déficit public grec est passé de 115% en 2010 à 150%
en 2012 et est passé dans les 175-180% au début de 2015. C'est un petit peu comme un médecin qui viendrait pour soigner quelqu'un de la grippe et puis qui progressivement l'emmène vers la tombe. Il faudra m'expliquer quelle est aussi la valeur de ceux qui conseillent de telles politiques. Et on observe donc des milliards de prêts et des plans de rigueur qui fait qu'il y a 25% de chômage, le double chez les jeunes, diminution également des salaires, retraites, prestations sociales alors que la TVA est en hausse, etc. Oui, il y a une paupérisation générale du pays qui empêche une relance de l'activité économique alors que le seul moyen pour un pays de rembourser une dette et de se remettre à flot, c'est de produire, c'est de réinvestir. Là, on fait tout à fait l'inverse. On réduit les possibilités de demande, les possibilités d'investissement et les possibilités de consommation. Autrement dit, le pays progressivement s'enferme sur lui-même et s'asphyxie. D'où cet endettement croissant de la Grèce. Donc il faut évidemment mettre au point d'autres politiques. D'ailleurs, on s'en rapproche un petit peu. Donc pourquoi la Grèce? Quelles sont ses particularités qui sont propres à ce pays pour... Alors les particularités de la Grèce, les particularités internes de la Grèce, c'est un pays qui a vécu une population qui a vécu pendant plus de 4 siècles sous l'occupation ottomane. Ils ont très mal vécu l'occupation ottomane, étant donné qu'en tant que chrétiens, ils avaient un statut de citoyen de seconde zone, un statut de dhimmi. Et lorsqu'ils ont pris leur indépendance, la Grèce était un pays qui avait une administration archaïque, qui se méfiait beaucoup du système fiscal et qui s'est trouvé confronté à la mise en place d'un État qu'on pourrait dire moderne. Alors à ce moment-là, on a imposé à la Grèce un roi qui était un Othon de Bavière, qui était arrivé avec ses propres administrateurs, qui a voulu centraliser le pays. Et pour y parvenir, il a cherché à fidéliser les notables locaux dans un pays qui conservait, on pourrait dire, sans trop forcer la note, une structure plus ou moins tribale, en quelque sorte. Enfin, ethno-tribale, c'était des clans. Des clans familiaux. Des clans familiaux, tout un clientélisme. Et à partir de là, les notables locaux ont été invités à s'installer à Athènes, mais en même temps, pour arriver à maintenir les liens avec la population dont ils étaient en quelque sorte l'émanation, ils ont mis en place tout un système de clientélisme qui fait qu'aujourd'hui, la Grèce est un pays qui vit non pas, comme on pourrait dire, sur une administration recrutée sur le mérite ou autre, mais par des liens de clientèle, par du népotisme et des choses, au point que beaucoup de gens demandent à un député ou autre, vous avez une place pour mon fils, vous avez une place pour un tel ou autre, et progressivement vous avez l'administration qui gonfle. En Grèce, c'est un pays de 11 millions d'habitants, vous avez 1,5 million de fonctionnaires. C'est considérable. Donc vous avez une administration pléthorique, une administration qui fonctionne mal, des services publics qui fonctionnent mal, un coût extrêmement élevé, un État qui a un rendement très faible. Et à partir du moment où la Grèce est entrée dans l'Union européenne, eh bien, ce système qui fonctionnait très bien, si l'on peut dire, aussi longtemps qu'elle vivait repliée sur elle-même, ne pouvait plus fonctionner à partir du moment où elle se retrouvait confrontée aux normes, l'on peut dire occidentales, c'est-à-dire aux normes de gestion des États développés, comme la France, comme l'Allemagne, l'Angleterre ou autres. Vous dites qu'ils remboursent mal leurs dettes et qu'ils prévèlent mal l'impôt aussi. Le système fiscal fonctionne très mal. Les Grecs, comme je le disais à l'instant, étaient très méfiants vis-à-vis du système fiscal ottoman et de toute leur vie ont une propension à regarder l'impôt d'un mauvais œil. Remarquez, je ne vais pas leur donner tort. Lorsque l'on voit de la manière dont l'impôt est prélevé en France, surtout de la manière dont il est utilisé, on peut se demander si, par moment, les Français ne devraient pas s'inspirer des Grecs.
parce que finalement, une fiscalité trop lourde, et surtout une fiscalité qui n'est pas utilisée dans le bien pour le bien commun et l'intérêt national, est une fiscalité qui détruit un pays. Et ce système administratif vient plutôt du 19e que du régime des colonels. Ah, c'est un système qui vient du 19e siècle. Qui vient du 19e siècle. Le régime des colonels, lui, ils ont tenté de moderniser le pays plus. Et le clientélisme est vraiment revenu lorsque la sacro-sainte démocratie est revenue. Après la chute de Chypre. Ouais. Et la chute. Voilà. C'est la démocratie qui, une fois de plus, provoque le clientélisme, le népotisme et pour tout dire la corruption. Et le cosmopolitisme. Et concernant cela, d'ailleurs, concernant le budget militaire grec face à la Turquie, l'immigration, entre autres choses. En plus, la Grèce a un budget militaire extrêmement important dans la mesure où elle se trouve aux avant-postes de l'Europe face au Proche-Orient et face au monde musulman. Si l'on veut bien comprendre aussi la pensée grecque, l'état d'esprit des Grecs, pour eux, ils ont un ennemi héréditaire qui est l'ennemi turc. Et si vous regardez une carte, vous avez toutes les îles de la mer Égée qui sont à quelques encablures de la côte turque. Côte turque qui a été grecque quand même pendant 2000 ans. Qui était peuplée de Grecs. Smyrne, toutes ces régions-là ont été grecques jusque dans les années 20. Enfin, étaient peuplées de Grecs. Donc les Grecs ont besoin d'une puissance militaire assez importante. D'ailleurs, la fameuse Troïka, ce qu'on appelle aujourd'hui les institutions, l'ont très bien compris puisqu'ils n'attaquent pas trop la Grèce sur son budget militaire. Cette garantie, il n'y a que les Russes pour leur offrir cette couverture militaire. Les Russes, pour le moment, sont assez prudents, mais je pense que si la Grèce devait être amenée d'une manière ou d'une autre à se mettre en dehors de l'Union européenne ou à en être rejetée, je pense que la Grèce regarderait du côté de la Russie. À condition encore que l'Occident et l'OTAN le lui permettent. Parce qu'il y a un certain nombre de déclarations qui viennent des États-Unis nous font comprendre que si Tsipras ne fait pas l'affaire, il va falloir qu'il parte de gré ou de force, ou qu'on le fasse partir. Et vous pouvez revenir également sur ces élections de février 2015 concernant Syriza, entre autres choses, pour parler de leur prise de pouvoir. Leur prise de pouvoir, la situation en Grèce, à partir du moment où vous avez une situation économique qui se dégrade fortement, que les partis, disons, institutionnels, disons, occidentalo-compatibles font faillite, que la misère s'aggrave, eh bien les gens vont automatiquement se tourner vers des partis qui leur tiennent, il faut bien le dire, un langage de vérité, un langage de révolutionnaire anti-système. En Grèce, il se trouve qu'après l'expérience des colonels, et avec toute la propagande qui est faite partout, les mouvements, disons, nationalistes, comme en Grèce l'Aube dorée, n'ont pas bonne presse et sont en permanence vilipendés, dénigrés par la presse régimiste. Donc, autrement dit, la population d'elle-même, si elle a un mouvement de révolte à faire, elle va plutôt regarder du côté des partis d'extrême gauche qui tiennent un langage plus ou moins, on peut dire, populiste, plus ou moins démagogique, plutôt que vers un parti comme Aube dorée, qui tient un langage de rigueur, un langage d'effort et d'engagement, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un parti comme Syriza qui l'a emporté, quoique Aube dorée, malgré toutes les persécutions dont il est qui fait l'objet, ça en est très très bien sorti. Et prendre l'ampleur. Il prend de l'ampleur. Il faut quand même rappeler que la plupart des députés d'Aube dorée ont été emprisonnés de manière totalement unilatérale et qu'ils y sont encore, et qu'ils sont encore en prison. Ils n'ont pas pu faire campagne normalement. Leurs fonds sont bloqués. Le parti Aube dorée arrive quand même en 3e position
aux dernières élections. Mais là encore, c'est un parti qui a véritablement la fibre populaire. Il a su, et national, il a su organiser des systèmes d'assistance publique, d'aide à la population que Syriza n'a jamais fait. Qui pourtant est un partage socialiste. Et qui pourtant est... Pourtant socialiste. Et écoutez d'ailleurs ce que dit notre... de la Grèce, de la zone euro, après le vote du peuple grec, serait un drame. D'abord pour la Grèce, d'abord pour les Grecs, d'abord pour son économie, avec des conséquences, nous ne les connaissons pas toutes. Nous savons que la France est robuste, nous savons que la crise... Maintenant je peux arrêter parce que comme ça on leur mettra le média en entier, vous voyez. Au montage on l'ajoutera à ce moment-là, oui. Vous voyez, en fait je fais un espèce d'effet de pirouette où on va valser sur le média en question. Et là nous après on peut commenter effectivement ce qui se passe. Aujourd'hui n'est pas tout à fait la même que celle Puis en que plus nous on va pouvoir lancer sur la troisième avec question. des conséquences politiques majeures. Non mais alors ce qu'on peut en retenir de ce qu'il est en train de dire, il est en train littéralement en fait d'accuser ses confrères socialistes parce qu'ils sont tous les deux des partis socialisants. En fait lui il dit que c'est le diable et que en fait ils sont en train de partir avec la caisse, que c'est des gros vilains méchants, etc. Alors. Et que le gouvernement à la fin les dernières paroles qu'il dit là en fait à partir de 0,48 il me semble, 45, vous avez écouté, c'est court hein. Comme ça. Et nous voulons, pas à n'importe quelle condition, bien évidemment, c'est le sens de la discussion. Et de pas à la n'importe quelle négociation, condition. Mais que la Grèce reste dans la zone euro. Voilà, et que la Grèce reste dans la zone euro. Donc on peut continuer notre... Bah oui, on va pouvoir lancer la troisième question en fait. Non. Disant qu'on était en train de dire donc, que 4 ans de FMI et de BCE avaient donné la place à Syriza, quoi. Alors donc le parti Syriza, effectivement, aujourd'hui, nous avions écrit dans Militant que le parti Syriza était peut-être le meilleur moyen d'assurer aux mondialistes l'imposition de leur politique aux Grecs. Parce qu'effectivement, on peut remarquer à travers l'histoire que les socialistes font souvent une politique tout à fait contraire de celle qu'ils avaient annoncée et se mettent souvent au service des ennemis qu'ils avaient dénoncés pendant leur campagne. Et d'ailleurs, on peut remarquer une chose, c'est que depuis plusieurs mois que les négociations durent, le parti Syriza, Tsipras, fait la balance entre un effort de conciliation avec les forces occidentales, enfin le FMI, la BCE et Bruxelles, et de l'autre côté, tient un langage, disons, populiste démagogique auprès de sa population et de ses électeurs pour arriver à les maintenir auprès de lui, parce qu'il sait très bien que là, il a tellement promis que s'il ne tient pas ses promesses ou si on ne lui laisse pas une porte de sortie, il va sauter aussi, lui. Et effectivement, alors là, il y a une chose qui est assez étonnante, c'est pourquoi le FMI, qui a effectivement, et l'Union européenne, qui veulent à tout prix maintenir la Grèce dans la zone euro, ne leur laisse pas une petite porte de sortie. Parce qu'il est bien vrai qu'aujourd'hui, on entend dire sans cesse que les Grecs sont des privilégiés, ils n'ont qu'à se serrer la ceinture. J'ai entendu encore le chef du gouvernement italien il y a quelques jours dire que eux, les Italiens, se sont serrés la ceinture et les Grecs refusent de le faire. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Les Slovaques en ont dit autant. Je dirais franchement qu'on a l'impression que aussi bien les Italiens que les Slovaques se disent mince, nous on s'est fait avoir et les Grecs sont en passe d'avoir le courage que nous n'avons pas eu. Parce qu'effectivement, la Grèce a commis des erreurs de gestion. L'État grec n'est pas en situation de gérer un État à la manière dont on pourrait l'attendre d'un État moderne, d'un État développé. Mais si la Grèce en est là, c'est qu'on a bien voulu aussi l'accompagner, la conduire là où elle en est. Donc, si les Grecs sont fautifs en partie, il y a aussi le système international qui est fautif également. Qui est fautif également. Donc, de l'autre côté, il faut bien voir, la Grèce, c'est 3% du PIB de l'Europe. La dette de la Grèce par rapport aux masses d'argent virtuelles qui traînent à travers le monde, ça représente quoi? Ça ne représente rien. Il y a parfaitement possibilité
d'éteindre progressivement la dette grecque. Vous êtes en train de dire que c'est un petit délit d'initié, quoi. C'est un petit délit d'initié, oui. La Grèce on pourrait très bien étouffer, enfin pas étouffer, mais calmer l'affaire grecque sans trop de problèmes. Bon, il y a déjà une partie de la dette grecque qui a été effacée, mais aujourd'hui, avec des systèmes de rééchelonnement, on peut arriver à une solution, à moyen terme, et à long terme pour que les choses rentrent dans... Entre 5 et 10 ans, oui. Et voilà. Alors, donc, pour finir, oui, vous allez ajouter... Je voulais dire que le gros problème aussi pour la Grèce, c'est la zone euro. C'est la zone euro. Non, on va y venir, oui, sûr. On va y arriver. Ça fait partie un peu de la question, oui. La... De dire également que c'était un petit laboratoire grandeur nature que l'Europe attend finalement. C'est un peu ce que vous avez écrit dans la revue Militant, de dire l'exemple grec, c'est un peu le petit laboratoire. Après Chypre, effectivement, c'est un petit laboratoire. On essaye de faire en sorte de voir comment le peuple grec va réagir à la tonte qu'on est en train de lui faire. Bon. Il y a déjà 2 ans à Chypre, vous vous souvenez, on avait bloqué et ponctionné tous les comptes au-delà de 100 000 euros. Bon, il ne s'est rien passé. Finalement, les Chypriotes n'ont rien dit. C'est très encourageant pour le système, on peut continuer à fonctionner. Là, chez les Grecs, effectivement, les Grecs, on pouvait peut-être penser qu'ils allaient céder. Finalement, ils ne cèdent pas. Je pense qu'ils ne cèdent surtout pas parce qu'il y a un ministre des Finances qui est assez atypique, Yanis Varoufakis, qui est un économiste formé dans le sérail, mais qui apparemment a très bien compris que la théorie économique néolibérale et les politiques qui sont appliquées dans le monde sont, excusez-moi l'expression, mais des attrape-couillons. Oui, on peut se les passer au-dessus de la jambe. Alors, si je peux lancer sur la dernière question concernant la Grèce. Mais bien sûr, oui. Et oui, tout à fait. En fait, quelle est la solution la plus raisonnable à la question grecque ? La solution la plus raisonnable à la question grecque, déjà, la première chose, c'est l'euro. La première chose, c'est l'euro. On a voulu imposer une monnaie unique à des États dont les économies sont trop disparates pour qu'elles puissent fonctionner de cette manière-là. Le problème est extrêmement politique, déjà, pour l'euro. Une monnaie unique fonctionne lorsque l'on a une entité politique unifiée. Le cas de l'Europe est bien différent. Chaque État conserve encore en grande partie une certaine forme de souveraineté, même si elle est bien rabotée, on le voit bien pour la France. Et c'est différent. Et une monnaie unique peut fonctionner à partir du moment où on peut opérer des dépenses de transfert des zones riches vers les zones pauvres. Actuellement, l'Allemagne refuse. L'Allemagne refuse de financer la Grèce. Donc, à partir de ce moment-là, il faut en tirer une solution. C'est la zone euro qui risque d'éclater et qui devrait être remplacée par un autre système financier. Ça avait été dit au moment de la création de l'euro, créer une sorte de monnaie de compte commune pour un ensemble économique extérieur à l'Europe, et chacun conservant ses propres monnaies. Ce pourrait être une solution. Faut-il chasser l'Allemagne de la zone euro ? C'est peut-être l'Allemagne qui s'exclura elle-même de la zone euro. Et le gros problème qui se pose aussi, c'est que l'Allemagne, grâce à l'euro et à la puissance de son économie, est parvenue à obtenir des excédents commerciaux et financiers extraordinaires. Et le gros problème, c'est les exportations. C'est qu'on n'a pas mis en place des systèmes de recyclage de ces excédents vers les pays, disons, pauvres, qui permettrait à ce moment-là, par ce système de recyclage, d'utiliser cet argent pour lancer des investissements productifs dans ces pays. C'est un tout autre système que la voie comptable qu'on a choisie actuellement. Je vous ai prêté 100, vous devez me rendre 120 ou 130 avec les intérêts. Non, là, il suffit simplement d'utiliser les excédents qui existent dans le système financier européen pour relancer l'économie des plus pauvres et créer une spirale vertueuse. En gros, le système de Charte, en 1933, lorsqu'il a relancé l'économie allemande, son idée, il le dit dans ses mémoires, je savais qu'il y avait plein d'argent inutilisé en Allemagne et personne ne voulait en toucher, le mettre dans le circuit.
Mon rôle avec les effets MEFO, ça a été tout simplement de rendre la confiance aux gens pour les inciter à mettre leur argent dans le circuit et à relancer l'économie. C'est un système tout simple. Et en gros, le fameux ministre des Finances Varoufakis, dans un livre, le Minotaure planétaire, qui est paru récemment, explique un système comme ça. C'est un système de relance active de l'argent. C'est le renouvellement des prêts, c'est ça? C'est-à-dire, vous avez des excédents inutilisés. Eh bien, vous les réutilisez dans un circuit de financement sous forme de prêts pour relancer des investissements dans différents pays de manière productive. Vous savez, la monnaie, c'est comme un circuit sanguin, la monnaie. La monnaie, les signes monétaires, ce sont les globules, et les veines, ce sont les différents canaux qui irriguent les organes, qui sont l'économie, et à partir de là, vous pouvez les développer, vous pouvez les actionner, les activer. Oui, mais ça ne serait pas en fait changer la capitalisation des banques, parce que c'est elles qui sont en fait à l'origine de la création des richesses actuellement. Richesse de quoi? Les banques, elles créent des richesses. Des crédits, quoi. Elles créent des crédits, ouais. Elles créent des richesses virtuelles, les banques, en grande partie. Aujourd'hui, vous avez 97% de la masse monétaire mondiale qui n'a aucun rapport avec l'activité économique réelle. Alors effectivement, il faut mettre les banques au pas, il faut mettre le système financier au pas. Mais bon, ça relève encore d'un problème politique, beaucoup plus que d'un problème technique. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que personne ne veut se préoccuper du recyclage de l'argent, quoi. Tout le monde veut de l'argent neuf, et personne ne veut du recyclé. Et personne ne veut recycler cet argent neuf. Et qu'est-ce que vous pensez de la solution du défaut de la dette, également? Alors, le défaut de la dette, de toute façon, le défaut de la dette tel qu'il se passe actuellement est à peu près, dans la mesure où le FMI veut à tout prix faire baisser les retraites des Grecs, alors que les Grecs ont déjà des retraites relativement basses par rapport au pouvoir d'achat que leur confèrent ces retraites, n'ont pas, à mon avis, d'autre solution que de dire, bon, on cesse de jouer. On cesse de jouer. Par contre, le système financier international n'a aucun intérêt à ce que la Grèce sorte de l'euro. Actuellement, c'est en gros voir celui qui aura les nerfs les plus solides qui tiendra le plus longtemps. On les voit bien, ils ne veulent pas que la Grèce sorte de l'euro pour une bonne et simple raison. Si la Grèce sort de l'euro, qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'après ce sera le Portugal qui va sortir, ou l'Espagne, puis après l'Italie, puis après peut-être la France. Et plus personne ne pourra payer aucune dette. Voilà. Et non. Et le problème, c'est que l'euro est un des éléments d'une politique de centralisation économique et monétaire de l'ensemble de la planète. Dans les projets qui sont annoncés, il est prévu dans les années à venir de créer une monnaie commune, de faire fusionner le dollar et l'euro pour créer l'Améro, qui serait une monnaie transatlantique, d'ailleurs qui marche très bien avec le fameux traité qui est en cours de négociation et dont on parle très peu d'ailleurs, et qui permet progressivement de centraliser l'activité économique et la souveraineté monétaire entre les mains de quelques-uns. Et donc le but n'est-il pas de créer un chaos mondial pour proposer la solution d'un gouvernement mondial? Ah, ça il y a aussi ça. De toute façon, l'idée du gouvernement mondial, si vous prenez les mémoires de David Rockefeller, il le dit clairement, s'il s'agit d'imposer un gouvernement mondial et qu'on parle de complot, non, c'est pas... Vous l'appelez comme vous voulez, mais j'en fais partie. J'en fais partie. C'est dans ses mémoires qu'il a publié en 2002-2003 d'ailleurs. Alors effectivement, si vous avez une crise mondiale qui se développe, et actuellement d'ailleurs l'état d'endettement des États est tel qu'à terme, pour peu que les taux d'intérêt remontent aussi bien à la BCE qu'à la Réserve fédérale, feront que les endettements, les politiques de remboursement d'endettement deviendront intenables et qu'on arrivera vers une crise majeure. Alors effectivement, si vous avez une crise totale, la solution, c'est de vous dire on passe à l'échelon au-dessus. Aujourd'hui, déjà, on vous dit la solution pour l'euro, eh bien, ça serait de créer une sorte de gouvernement fédéral. On retrouve d'ailleurs différents canaux qui font qu'on veut créer ce gouvernement.
vous avez, outre les déclarations de Rockefeller et d'autres, vous avez la politique de l'écologie. L'écologie est un problème mondial. Donc il faut centraliser les économies, harmoniser tout le monde. Vous avez la prochaine crise financière, on vous dira le seul moyen de s'en sortir, eh bien c'est une intégration supérieure. On voit très bien où ils veulent en venir. Bon, alors maintenant, l'histoire est pleine de projets qui ne réussissent pas. Bon. Bien, mais merci donc d'avoir traité la question grecque et nous traiterons donc du conflit ukrainien également. La prochaine fois. Eh bien, merci. Merci, monsieur Gandillon. À bientôt. Au revoir.